Mesdames, Messieurs, bonsoir. À J-2, nous sommes à J-2 des élections, c'est-à-dire qu'après-demain, les Tunisiens vont voter, vont se rendre aux urnes. Ils ont déjà commencé depuis hier dans certaines autres régions du monde, l'Australie notamment, mais aussi Abu Dhabi, enfin plein d'autres régions, l'Allemagne, la France, etc. Et donc nous, sans interférer du tout sur les votes, sans même révéler quoi que ce soit, nous voulons simplement, en accueillant 4 invités, la 4e invitée arrivera dans quelques minutes. Nous accueillons d'abord Dr Sergei Kuznetsov, qui travaille au Conseil de l'Europe et qui est chef de la division de la coopération avec les États voisins. Bonsoir, Monsieur Sergei. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Sergei fait partie d'une délégation du Conseil de l'Europe qui a tenu à être là, puisque l'une des composantes du travail du Conseil est précisément d'observer l'état de la démocratie, notamment dans les pays voisins. On sait que tout à l'heure, d'ailleurs, Monsieur Sergei, Dr Sergei nous le dira, nous expliquera un peu l'objet de la mission du Conseil en Tunisie. Il nous expliquera aussi ce qu'est le Conseil de l'Europe, que pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait cette institution, ce n'est pas le cas de Mansour Ben Slimane. Mansour Ben Slimane, bonsoir. Bonsoir. Mansour Ben Slimane connaît le Conseil de l'Europe puisqu'il a eu, je crois, à visiter le Conseil, peut-être même à s'adresser au Conseil. Il nous expliquera dans quelles circonstances, mais c'est pas une émission consacrée au Conseil, cela va de soi, c'est une émission consacrée aux élections. Et on cite souvent 2 organisations tunisiennes très actives, 3 même. On cite évidemment Mouraqiboun et Atid tout le temps. On les cite parce que ils ont suivi ils suivent tout le temps tout le processus électoral. Bien des mois avant, ils ont un regard critique sur ce qui se passe. Ils ont aussi, c'est une force de proposition très intéressante. Et nous avons aussi un invité au nom de Mouraqiboun, qui est déjà parmi nous. Bonsoir, Si Zoubeir Dali. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Merci. Et je reviens donc à cette autre organisation qui est la Mashamel, qui elle aussi joue un rôle, mais généralement son rôle c'est plus dans la formation à l'observation, dans la sensibilisation aussi, elle fait un certain nombre d'actions et d'ailleurs elle a consacré sa dernière université d'été aux élections et il y avait des formations à cette occasion. Donc bonsoir chers amis. Donc pendant cette petite heure, nous allons ensemble essayer surtout d'observer un tout petit peu l'environnement électoral. L'environnement électoral, ce qui est en train de se passer. Et bien entendu, l'actualité nous interpelle et nous ne pouvons pas ne pas dire un petit mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui, qui est un acte terroriste. Enfin, c'était quand même un attentat grave, mais heureusement que les forces de l'ordre ont pu rapidement anticiper et neutraliser ceux qui voulaient absolument gêner le processus électoral tunisien. On sait qu'aujourd'hui, dans la proche banlieue de Tunis, il y a eu les policiers ont été obligés carrément d'envahir une maison où s'étaient cachés 2 terroristes. L'un des 2 d'ailleurs est mort, l'autre est blessé. Il y avait aussi 6 femmes. Mais il paraît que il y a 5 femmes qui sont décédées, mais il y a une 6e qui est blessée, mais il paraît que certaines de ces femmes portaient des armes au moment où elles ont été neutralisées. Il y avait aussi 2 enfants, l'un des 2 enfants est blessé, l'autre est indemne. Donc c'est vous dire que cette actualité vraiment constitue malgré tout une petite menace, mais heureusement avec la vigilance de la police, de l'armée, des forces spécialisées, des forces de sécurité intérieure, nous sommes en mesure le pays est en train de malgré tout d'aller à pas sûr vers cette échéance importante du 26 octobre. Donc Mansour Ben Slimane, un commentaire sur cette actualité malheureusement dramatique? Oui, le terrorisme est toujours quelque chose à prendre au sérieux. Évidemment, ce qui s'est passé
est important. Il faut faire attention. Nous sommes à quelques jours des élections. Il faut pas qu'on soit perturbé par ce genre d'événements. L'autre élément, c'est que les forces de sécurité sont là, la police tunisienne, la garde nationale est vigilante. On aurait aimé qu'il y ait une fin moins douloureuse et moins dramatique que ce qui s'est passé, mais c'est aux terroristes de prendre la responsabilité. Il y avait eu 2 morts la veille, on le sait, puisque un gardien est mort et bien sûr voilà. un policier. Mais j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que ce qui s'est passé à Tunis, au même moment ou 1 ou 2 jours avant, un acte peut-être moins violent, mais aussi grave, s'est passé à Montréal, à Ottawa. Donc il faut donner aux choses leur mesure et leur dimension réelle. D'accord. Ok, on relativise et c'est ce qui nous permet d'avancer et d'être optimiste. Alors, je me tourne vers vous, docteur Sergueï. Donc, vous êtes membre d'une délégation du Conseil de l'Europe qui est venu observer. Je crois que vous étiez, qu'il y avait eu une délégation aussi, je pense, en 2011. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous vous intéressez, bien sûr, aux avancées démocratiques de certains pays, dont ceux du printemps arabe, et la Tunisie continue à être un peu un pays, disons, qui enregistre malgré tout quelques réussites. C'est peut-être lent, mais c'est sans doute dans la bonne direction. Je ne sais pas, Monsieur Sergueï, si vous voulez parler de la mission d'abord ou nous parler d'abord du Conseil de l'Europe. Peut-être quelques mots, si vous me permettez, au sujet du Conseil de l'Europe et les liens que nous avons avec votre pays. Le Conseil de l'Europe qui siège à Strasbourg, c'est une organisation intergouvernementale qui regroupe aujourd'hui les 47 pays membres, les pays européens, la quasi-totalité du continent européen. Les 27 pays de l'Union européenne sont tous membres, 28 pays membres maintenant, avec la Croatie, sont également membres du Conseil de l'Europe. Et c'est une organisation qui a été créée en 1949. Elle est organisée autour de 3 piliers fondamentaux. Les droits de l'homme, la démocratie et la prééminence de l'état de droit. Voilà, rule of law. Voilà, l'état de droit. Mais malgré le fait que c'est une organisation à l'origine européenne, bien évidemment, le Conseil de l'Europe, surtout ces dernières années, coopère activement avec quelques pays voisins, surtout de l'autre rive de la Méditerranée, notamment la Tunisie. Et nous sommes fiers que nous avons développé des relations très importante avec la Tunisie, surtout après la révolution de 2011. Cette coopération s'est renforcée au cours de ces 3 années. Et je pense que déjà dès le début, pendant les élections de 2011, l'Assemblée parlementaire, qui est un organe statutaire du Conseil de l'Europe, a déployé une délégation d'observateurs à l'invitation des autorités de la Tunisie. Et vu la coopération qui nous lie maintenant, parce qu'au cours de ces 3 années, beaucoup de choses, beaucoup de projets communs ont été développés. C'est ça. C'est pas étonnant que la délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a été invitée pour observer ces élections, qui sont très importantes. Nous en surtout pour compte. vous qui travaillez, vous exercez précisément dans la Commission européenne pour la démocratie par le droit, et c'est la fameuse commission de Venise. Si vous pouviez nous dire un mot de cette célèbre commission de Venise. La commission de Venise a, je pense, un avantage par rapport à certains de nos collègues, parce que nous sommes un accord élargi
ce qui nous permet d'accueillir les pays non européens comme membres à part entière. Et nous sommes fiers que nos amis tunisiens nous accompagnent en tant que membres à part entière de la Commission de Venise. Oui. Donc ça explique pourquoi nos relations de travail se cadrent au sein d'une organisation que nous considérons tous comme étant la nôtre. Et notre dialogue était sincère. Et je pense que notre coopération dans le domaine de la préparation de la nouvelle constitution était exemplaire. Nous sommes très fiers du fait que nous avons pu contribuer avec notre conseil. Les décisions, bien évidemment, appartenaient aux députés de l'Assemblée nationale constituante, mais ils ont décidé de s'adresser à la Commission de Venise pour les accompagner dans ce processus. Et je pense que nos conseils ont aidé aux membres de l'ANC de prendre les bonnes décisions. Donc très ici, dans le domaine électoral, la Commission de Venise était aussi assez active parce que on a entretenu un dialogue très constructif avec l'ANC, mais aussi avec les autres autorités compétentes, y compris l'ISI. On a aussi contribué à quelques formations dans le domaine de contentieux, concernant le contentieux électoral, les possibles mises en œuvre de quelques standards internationaux. Donc ça, c'est l'état un peu des choses de notre coopération. C'est très bien. Merci beaucoup, docteur. Donc nous allons plonger dans le vif du sujet puisque les élections ont déjà commencé et je vais profiter de la présence de Sizouber Deli qui, je le rappelle, est membre de Mouraqiboun. Il est actif dans Mouraqiboun dans l'observation des élections et sans révéler quoi que ce soit qui puisse gêner la suite parce que nous avons cette obligation de neutralité sur RTCI. Alors quel est votre sentiment d'abord sur l'environnement global, sur tout ce qui entoure ces élections et qui donc aide ou au contraire pénalise ou gêne le processus électoral ou ce grand rendez-vous du 26? Merci. En premier lieu, je voudrais dire paix à l'âme de nos martyrs, qui sont disparus à l'occasion des incidents qui ont eu lieu ces derniers moments. J'espère que ça va pas entraver le processus électoral. On est sûr de la volonté des Tunisiens qui vont aller jusqu'au bout pour faire réussir cette expérience démocratique et mettre fin à la transition démocratique. Voilà. Pour ce qui est de l'observation du processus électoral, Mouraqiboun est peut-être maintenant bien placé par rapport à l'année 2011 pour se prononcer sur le processus, parce que on s'est contenté en 2011 de contrôler ou d'observer seulement la journée du scrutin, alors que pour cette année, on a observé tout le processus électoral à partir de l'opération d'enregistrement des électeurs et jusqu'à bien sûr la délivrance du rapport final qui concerne les élections. L'environnement électoral actuellement, dans son ensemble, il est bien. Il n'y a pas eu d'enregistrement d'entraves ou d'incidents graves qui vont handicaper le processus, mais ceci n'empêche de signaler quelques petits problèmes, notamment avec l'ISI, l'instance supérieure des élections, et que ça concerne spécialement la non-délivrance du registre des électeurs jusqu'à maintenant, qui concerne vraiment, qui pose un grand point d'interrogation à notre égard. Voilà, je dois juste vous interrompre quelques secondes, 15 secondes à peu près, pour une petite pause, un petit spot qu'on doit passer maintenant. Dédicace sur RTCI. Dédicace sur RTCI. Envoyez vos messages en tapant RTCI, espace votre message au 85 050. Au 85 050.
RTCI nous réunit. Nous reprenons donc notre carte sur table et j'aimerais me tourner vers Mansour Ben Slimane. La Mechamel donc est active sur les élections depuis quelques mois. Active déjà, elle était très active en 2011, évidemment pour les élections de 2011, mais aussi pour les élections de 2014. Beaucoup de choses ont pu être faites. Donc dites-nous comment la Mechamel a approché ces élections et quelle a pu être sa valeur ajoutée dans la préparation. Oui, comme j'ai déjà dit sur RTCI, grâce à une invitation précédente, nous avons démarré un projet qu'on a nommé le projet Vox in Box. Vox in Box, qui est un projet Sout Fessandour, qui est un projet Lam Shamel, soutenu par l'Union européenne, et qui a pour objectif essentiel de sensibiliser les gens. Pour que les gens ne s'abstiennent pas. Alors, il y a deux campagnes de sensibilisation. Une première campagne de sensibilisation qui concerne l'inscription. Oui. Celle-là, on l'a démarrée en juillet, pendant le mois de Ramadan. Oui. Et ça nous a permis de contacter à peu près 120 localités. Donc nous nous sommes baladés dans les localités rurales pour distribuer des flyers, expliquer aux gens qu'il est important de s'inscrire et comment s'inscrire. Donc il y a eu à peu près 36 000 personnes qui ont été contactées par des activistes. Il y avait 120 activistes qui faisaient de leur travail au niveau de tous les gouvernorats de la Tunisie. Donc terminer cette campagne de sensibilisation à l'inscription, on vient de terminer la seconde campagne, qui est une campagne de sensibilisation au vote. D'accord. Donc cette campagne est un petit peu différente de la précédente. Elle reprend la sensibilisation de proximité, c'est-à-dire on se déplace dans les souks ruraux auprès des jeunes et auprès des femmes surtout pour leur demander et leur dire d'aller voter. Et on a ajouté à ça un cyclotour électoral. Un cyclotour électoral, ce sont des jeunes sur des vélos et qui viennent de boucler 3200 kilomètres. Enfin, ils n'ont pas fait les 3200 kilomètres à vélo, ils sont accompagnés d'un bus. Quand on est fatigué, on se fait remplacer par un autre jeune du bus. Et donc, ces jeunes-là ont visité 29 écoles primaires. Alors, dans les écoles primaires, on arrive, on distribue des cahiers, on offre des cahiers aux élèves, aux jeunes élèves, et sur les cahiers, il y a un slogan qui appelle à aller voter. Alors, l'hypothèse, c'est que les parents qui appelle à aller voter. L'hypothèse, c'est que l'élève ayant eu le cahier le montre à ses parents, etc. Donc, il y a eu je vous ai dit 3200 kilomètres faits par les vélos et on a aussi visité toutes ces écoles primaires et surtout on a connu, moi personnellement j'ai connu une autre Tunisie. C'est vrai, quand on sort de Tunis, Sousse, Sfax, Nabeul et Hammamet, il y a une autre Tunisie qui nous interroge sur la transition démocratique et sur le processus électoral et sur les élections. C'est une Tunisie qui est souvent oubliée et très méconnue. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Simon. Sauf, j'aimerais, juste avant de revenir à notre ami Zubair Deli, que j'avais un peu interrompu pour le spot, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Leila Shraibi. Bonsoir, madame. Merci. Voilà. Excusez-moi du retard et je suis très heureuse d'être parmi vous. Et vous êtes de l'association Atid, c'est bien ça? Vous la représentez. Atid est bien sûr à pied d'œuvre actuellement au four et au moulin. On le sait. Très bien. Alors, je reviens vers vous, Zubair Deli. On était en train de parler un tout petit peu du contexte général de ces élections, mais la question que j'aimerais vous poser, est-ce que le grand péché que nous avons commis, aujourd'hui l'ISI est un tout petit peu débordé, on le sent, mais peut-être parce que les politiques ont un peu tardé à d'abord désigner les membres de l'ISI, ça a pris un temps vraiment très long, et ensuite à sortir la loi électorale, et ensuite cette loi électorale, il y a à boire et à manger, ça leur a donné du pain de la planche, par exemple, pour vérifier les parrainages. C'est-à-dire, il y a tout ça. Alors, quelle est votre appréciation à Mouraqiboun par rapport à ça?
En fait, Mouraqiboun était parmi les premières associations de la société civile qui a attiré l'attention sur le danger de cette question de parrainage, partant de notre expérience d'observation des élections dans des pays amis, disons. Je vais pas citer peut-être parce que ça va toucher le processus ou bien la crédibilité des politiques dans ces pays-là, mais on a quand même acquis de l'expérience à travers notre observation. Et on a dit que il faut pas ouvrir cette question ou bien ne pas aborder cette question de parrainage parce que ça va ouvrir les portes devant le marchandage politique, devant tout ce qui est problème qu'on a déjà vécu, les impacts, et on a vu même les problèmes qui ont eu lieu. Je voudrais revenir, si vous voulez, sur la question du fichier électoral qui n'a pas été publié par l'ISI, qui a représenté pour nous vraiment un grand point d'interrogation, parce que ça va toucher vraiment disons la crédibilité des statistiques, et même ça peut poser des questions sur la sincérité, la crédibilité du processus électoral. Donc il y a une ambiguïté concernant la publication de ce fichier. La preuve, c'est que la non-publication de ce fichier est de nature à créer une contradiction des chiffres publiés par l'ISI pour le nombre d'électeurs 2014 par rapport au nombre des inscrits en 2011. Je peux même donner des exemples. Dans la circonscription de France 1, les inscrits sont au nombre de 93 900. Les nouveaux inscrits sont de l'ordre de 32 700. Ce qui donne un total de 116 700, alors que l'ISI donne un chiffre de 79, donc il y a une différence un manque de 36 000. D'accord. Pour ce qui est de la circonscription du monde arabe et du reste du monde, le nombre d'inscrits est de 18 000.3. Le nombre des nouvelles inscriptions est de 6 000.7. Le total donc est de 25 000, alors que l'ISI se prononce sur 32 000. Il y a un excédent de 7 100 ou bien 7 200. Les variations sont en plus et en moins. Exactement, des variations en excès et en défaut. Exactement. Donc on peut même ces variations. Si vous voulez, je traite un autre petit point sur ce qui s'est passé dans les bureaux à l'étranger, ou bien vous voulez qu'on l'aborde peut-être qu'on va permettre un petit commentaire à Leila Shraibi qui vient de se joindre à nous, toujours dans ce même contexte, si vous avez un commentaire. Nous aussi, en tant qu'ATID, on a entamé ces problèmes dès le départ et on a dit qu'il faut une vérification des listes électorales et il faut même une audit. On a même été en réunion avec les membres de l'ISI, on l'a demandé directement pour que ce registre soit audité. Parce que par d'autres sociétés étrangères qui ont de l'expérience dans ce domaine-là. Et on a demandé cela par une lettre officielle. Mais l'ISI n'a pas répondu à notre lettre et n'a pas fait de commentaire là-dessus. Donc ce problème. Vous avez une explication pourquoi on ne vous écoute pas? Bon, à ma connaissance, il y a le problème de temps, parce que vraiment c'est la contrainte. Oui, ça c'est la course contre la montre. C'est la course contre la montre. Et il y a autre chose que l'ATID a demandé dès le départ, depuis 2 ans déjà, parce qu'on a demandé que l'ISI, autant que institution, qu'elle soit fonctionnelle. Avant même la création de ses membres, avant même la création de la loi électorale. On a appelé, on a crié. Est-ce qu'il n'y ait pas de rupture? Oui, pour qu'il y ait une continuité. Absolument. Et là, que la mémoire institutionnelle soit conservée. Surtout concernant l'enregistrement, parce que c'est une opération très lente. Et elle demande très technique. Et elle demande beaucoup de personnes et de mobilisation. Absolument. Donc là-dessus, on revient à nous dire
Voilà ce qu'on a de proposé et voilà où on est. Bon, alors en principe, on ne réinvente pas la roue, n'est-ce pas, docteur Sergueï? C'est-à-dire vous qui avez l'expérience au Conseil de l'Europe. Je rappelle que vous êtes le chef de la division de la coopération avec les États voisins au sein de la Commission de Venise. On réinvente pas la roue, c'est-à-dire que l'histoire quelque part se répète. Vous avez dû observer au niveau du Conseil de l'Europe un certain nombre d'élections, et c'est souvent quand la mécanique n'est pas bien rodée, quand un pays est vraiment nouveau à la démocratie, c'est à peu près les mêmes histoires qu'on vous raconte ou bien les mêmes expériences que vous revivez. Est-ce que c'est le cas, docteur Sergueï? Tout à fait. Oui. La période de transition, surtout vers un régime démocratique, demande un effort énorme de la part des institutions. Surtout quand les nouvelles institutions sont créées, ils doivent acquérir cette expérience et cette possibilité de gérer un processus transparent aussi qui est à la hauteur des attentes de la population. Mais faut pas croire que c'est juste un mal des pays en transition. Chaque pays il change, chaque élection elle est unique. Les problèmes pour les administrations électorales, même dans les vieilles démocraties, si j'ose utiliser ce terme, se présentent lors de chaque élection. Je voudrais peut-être souligner, puisque vous avez fait référence à mon appartenance à la Commission de Venise, que le cadre juridique est très important. Et vous avez mentionné le problème peut-être que les institutions ont eu avant ces élections. Il y avait pas beaucoup de temps avant l'adoption de la loi pour déployer et s'organiser. Ça, c'est une question vraiment importante, que chaque changement de la législation électorale doit intervenir suffisamment en avance pour permettre aux institutions de s'organiser. Bien évidemment, chaque société a beaucoup d'attentes, surtout quand la société est en transition, et organise les premières élections d'un parlement. Mais il faut aussi reconnaître l'énorme travail qui a été fait, et bien évidemment, il faut voir pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, mais quand même. Bien sûr. Donc on ne peut pas mettre tous les reproches sur vraiment sur l'ISI, puisque malheureusement son installation a pris plus de temps que nécessaire, alors que nous avons une Assemblée nationale constituante qui est là depuis quand même 3 ans. Elle a été élue au mois d'octobre 2011, et normalement en 3 ans il y a beaucoup de choses, et on aurait pu en faire une question prioritaire pour que très rapidement l'ISI, ou même comme l'a dit Madame Schraibi maintenant de Atid, que même qu'il n'y ait pas de rupture entre l'ancienne et la nouvelle ISI, c'est aussi un problème. Monsieur Slimane, un commentaire sur ça, sur ce désir de rupture, et c'était affiché clairement. Les fichiers électoraux et les registres sont difficiles à faire. Oui. Sont difficiles, ils demandent beaucoup de temps et beaucoup de travail. Donc, quand on donne à l'ISI quelques mois pour préparer des élections, etc., et leur dire en même temps il faut faire tout ça, etc., je pense que on fait un petit peu de surenchère. L'ISI de 2011 a fait des erreurs, il y a eu des dépassements, etc., mais tout le monde reconnaît, les Tunisiens aussi bien que à l'échelle internationale, que les élections de 2011 en Tunisie ont été exemplaires. Dans un pays qui est un pays arabe, qui est un pays du tiers-monde, qui est un pays nouvellement démocratique, ça a été une réussite. Je pense que en 2014 ce sera mieux. L'ISI essaie de faire du travail. Nous, en tant que l'AMCHAM, je pense qu'il faut que la société civile soutienne les efforts de l'ISI. Oui, c'est un choix qui a été fait par les parlementaires, par les députés. C'est un choix qui est objet d'un consensus. Le président de l'ISI, qui est mon ami et mon collègue, qui est Shafir Sarsal, qui est un homme extraordinaire, un homme au-dessus de tout soupçon, où je lis des choses, je suis scandalisé par des choses qui se passent sur Internet concernant Shafir Sarsal, etc. Je suis vraiment, il vaut mieux ne pas attacher d'importance à vraiment, ça, quand je connais, donc il faut encourager les gens de bonne volonté, nous, à la Mechamel, il y a des choses qu'on reproche à l'ISI, mais l'essentiel, on travaille main dans la main, et dans les régions,
les 3200 kilomètres, à Tataouine, il y avait Lizy et Lemcham. Il n'y avait pas d'autres. On n'en a pas rencontré d'autres. Même pas des partis. Même pas. Il n'y avait même pas d'affichage de partis. Oui. Donc, et les gens étaient là, perdus, Aqsar Rahdad, Ras El Oued. Il y avait quelques agents de Lizy perdus dans la nature qui essayaient de faire quelque chose. Oui. Donc, il faut soutenir, il faut soutenir notre pays tout en étant, prudent. Critique, bien sûr. Non, tout en étant prudent, tout en ayant nos propres opinions politiques, tout ça. Mais c'est une transition, comme a dit Monsieur Kuznetsov. Les transitions sont longues. Elles demandent beaucoup de temps, beaucoup de patience. Nous ne sommes pas dans un pays qui a une tradition démocratique. Nous sommes dans un pays qui est passé de la dictature éclairée au pouvoir d'un régime mafieux pendant 50 ans. Donc là, on fait nos premiers pas. Nous allons encore en avoir des surprises, mais le temps, il faut donner du temps au temps. C'est la politique, c'est donner du temps au temps pour que la démocratie se construise. Tout simplement. Alors oui, je reviens vers vous. J'ai ajouté concernant le soutien que la société civile doit donner à Lizy. Je prends l'exemple de l'ATID. Pendant la période de l'enregistrement des électeurs, on a mis à la disposition de chaque IRI, de chaque instance régionale, 10 membres de notre association à la disposition de l'IRI pour qu'elle l'aide dans la campagne de sensibilisation. Donc on ne se limite pas à observer, à critiquer, non, on est là pour aider. Et même maintenant, ce qui se passe, nos observateurs, ils sont mobilisés, ils ont on a fait des flyers contre l'achat des voix, d'autres flyers pour inciter les électeurs à aller voter le 26, et ils sont dispersés, ils sont partout dans toute la Tunisie, dans les 27 circonscriptions. Donc, Lizy notre rôle, c'est aussi de l'aider, parce que c'est une lourde tâche. Oui, tout à fait. Et si tout le processus réussit, c'est nous tous qui réussissons. Et c'est pas Lizy, c'est pas. Donc il y a une part de responsabilité. C'est un examen pour tout le monde. Oui, il y a une part de responsabilité qu'on doit aussi partager et qu'on doit aussi aider. Absolument. Alors je reviens vers Mouraqiboun. Mouraqiboun, vous aussi vous êtes dans cette vigilance, mais aussi dans cette posture d'aide et de soutien, bien entendu, mais en même temps vous êtes malgré tout responsable, c'est-à-dire que puisque vous vous affichez maintenant à Atid et Mouraqiboun, vous avez une grande visibilité, on compte un peu sur vous, et à un moment donné, quand il faut parfois se démarquer de certaines décisions, vous êtes obligé d'afficher clairement votre la différence ou bien votre propre version des choses. Alors, pour nous, pour revenir à ce qu'a dit Madame Charaibi, on a fait du plaidoyer à Lizy lors de la promulgation de la loi électorale, la loi numéro 16 de l'année 2014, et ça a été vraiment des plaidoyers fructifiants, notamment en ce qui concerne la diminution du nombre d'électeurs par bureau de vote à 600 électeurs maximum. Ça a été 800 en 2011 et ça a même dépassé les 800 pour atteindre peut-être 900, je dirais. Il y a aussi le plaidoyer qui a été tenu en compte dans la loi électorale concernant l'interdiction de l'accompagnement des électeurs analphabètes. Ça vraiment, on a exercé, disons, c'était une question polémique. C'était une question polémique, mais vraiment, il faut voir aussi les retombées de cette disons, non-interdiction si le plaidoyer n'a pas été tenu en compte. Je veux citer aussi le projet mapping qui a été adopté par Mouraqiboun, qui concerne la numérisation de tous les centres de vote à travers tout le territoire tunisien. C'est un grand tableau de bord qui permet, et on a fait part de ce projet au ministère de l'Éducation, au ministère de la Défense, à Lizy. Donc c'était une première en Tunisie. C'est un grand tableau de bord qui permet à Lizy et à toutes les instances concernées de voir les manques en matière d'équipement électoral, si le terme est convenable. Donc c'est un projet vraiment que je vois très intéressant et très expressif pour Mouraqiboun, qui veut dire aussi
qu'on se contente pas de la critique, mais on fait de la critique constructive et on est vraiment, on veut représenter une force de proposition, non seulement une force de pression. Voilà, nous prenons une deuxième pause de quelques secondes et on revient vers vous, amis auditeurs. Pas d'abstention pour les élections. Et en ce jour, RTCI fait l'exception en vous offrant la somme de 500 dinars. 500 dinars. La question qui vaut 500 dinars. Quel est le nombre de listes acceptées définitivement pour les législatives du 26 octobre 2014 ? Pour participer au jeu, envoyez vos réponses par SMS en tapant RTCI espace, votre réponse au 85 050. Au petit bonheur la chance, c'est tous les jours à 7h15 et belle sera l'ambiance. RTCI nous réunit. Bien, nous revenons, amis auditeurs, dans Cartes sur table consacrée aux élections, surtout au paysage et à l'environnement général des élections qui ont déjà commencé depuis hier dans certaines régions du monde et qui auront pour point d'orgue cette journée de dimanche prochain, le 26 octobre, bien entendu, avec cet appel de l'ensemble de la société civile pour que vraiment on ne s'abstienne pas et qu'on soit tous présents ce jour-là. J'aimerais revenir vers vous, Monsieur Sergei Kuznetsov, du Conseil de l'Europe, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Normalement, votre délégation s'était engagée plus ou moins à ne commencer à commenter qu'à partir du 27. Bien sûr, on ne vous demande pas du tout de commenter nos élections. Vous le ferez à temps et au moment choisi. Par contre, c'est surtout votre expérience dans l'observation d'autres rendez-vous électoraux que vous êtes là surtout à ce titre. Et l'une des questions les plus polémiques ici en Tunisie, c'est cette histoire de ce qu'on appelle, nous, l'argent politique. C'est-à-dire, nous savons que l'argent est l'élément corrupteur de toute démocratie. C'est vraiment ce qui gêne le plus, surtout quand il y a des dépassements des plafonds électoraux, quand vraiment des gens apparemment essayent de soudoyer d'autres. Moi, je ne peux pas parler de ce qui se passe en Tunisie parce que c'est problématique, on n'a pas toujours de preuves, etc. Mais dans les expériences comparées, comment avez-vous abordé cette question de l'argent et des élections au Conseil de l'Europe? Est-ce que vous avez eu à vous prononcer sur ça ou à étudier la question de près? Disons que c'est un problème qui touche beaucoup de pays. Le financement des campagnes des partis politiques est un des défis majeurs, je pense, de la plupart des démocraties. Le Conseil de l'Europe travaille beaucoup et depuis des années dans le domaine de la lutte contre la corruption. Il y a les institutions spécialisées au sein du Conseil de l'Europe qui s'occupent de cette question, notamment il y a le Gréco qui travaille sur ces problèmes et en fait il y a toute une série de recommandations. Déjà le contrôle de financement, il n'y a pas de formule miracle, mais une bonne opération des institutions spécialisées dans la lutte contre la corruption est déjà un bon début. Le cadre législatif doit être adapté. Très souvent, il y a des lacunes dans la législation qui concernent précisément le financement des partis politiques et des campagnes. Et peut-être c'est une des questions où beaucoup de démocraties modernes commencent à non seulement ils ont pris conscience depuis un moment, mais ils ont intensifié leurs efforts de recherche des possibles solutions. Et je pense que dans le cas de la Tunisie, je parle en général, cette coopération avec le Conseil de l'Europe permettra peut-être de participer à cette réflexion.
Parce que le Conseil de l'Europe, c'est pas une organisation qui crée des instruments qu'elle vend comme on vend le matériel quelconque. C'est toujours un travail commun.